Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Cet après-midi, au village Urugwiro, le président de la République, Paul Kagame, a reçu Raphaël Mariano Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zen, en visite au Rwanda pour le premier sommet sur l'innovation nucléaire en Afrique qui se tient actuellement à Kigali. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé un financement de 100 millions de dollars américains de l'Association internationale de développement, IDA en sigle, pour le projet d'amélioration de la mobilité urbaine au Rwanda et à l'étranger. Une étude de la revue médicale The Lancet estime que l'arrêt de l'agence américaine USAID qui risque de freiner des années de progrès pour la santé des populations vulnérables. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, cet après-midi au village Urugwiro, le président Paul Kagame a reçu Raphaël Mariano Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, en visite au Rwanda pour le premier sommet sur l'innovation nucléaire en Afrique qui se tient actuellement à Kigali. Ils ont discuté du potentiel de l'énergie nucléaire pour la transformation économique et des progrès réalisés par le Rwanda dans l'utilisation des petits réacteurs modulaires et des micro-réacteurs. Le président Kagame a également rencontré le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zen, aussi présent à Kigali pour le premier sommet africain sur l'innovation dans l'énergie nucléaire. Ils ont discuté des principales priorités continentales et des moyens de renforcer la coopération bilatérale au profit des populations rwandaises et nigériennes. Le Premier ministre du Rwanda, le Dr Edouard Ngirente, aux côtés du Premier ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Zen, et du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Mariano Grossi, a participé à la deuxième journée du sommet sur l'innovation en matière d'énergie nucléaire pour l'Afrique qui se tient à Kigali. Le Premier ministre du Niger, Mahaman Lamine Zen, a partagé l'expérience de son pays, le Niger, dans la stimulation de l'énergie, tout en insistant sur la nécessité pour les pays africains de s'investir davantage pour accroître le secteur énergétique, moteur indispensable du développement sur le continent. Aujourd'hui, donc, fort de cet acquis, le Niger veut prendre son destin énergétique en main. Le nucléaire, parce qu'il est sûr, propre et compétitif, est un levier incontournable pour notre souveraineté, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et peut devenir un moteur de solidarité continentale. Je fais mienne toutes les déclarations qui ont été faites par les deux premiers ministres qui m'ont précédé. C'est donc dans cet esprit que nous avons lancé le programme électronucléaire du Niger qu'on appelle le PEN. Le PEN a déjà franchi plusieurs étapes concrètes, avec notamment l'élaboration et l'adoption de la stratégie nationale de mise en œuvre de la réalisation des études sectorielles. Le cadre institutionnel et réglementaire qui est mis en place est en train d'être renforcé. L'étape prochaine sera donc celle de la sécurisation des financements et partenariats. Avec ma casquette de ministre de l'économie et des finances, c'est avec plaisir que j'échangerai avec tous qui voudraient investir. Nous sommes là aujourd'hui pour plancher sur ces questions de mobilisation des ressources et j'ai fait un salut à notre frère Serge Ekwe à la tête de la Banque West African Development qui y travaille ardemment. Pour nous, ce programme s'inscrit dans la durée, la transparence, la bonne gouvernance, via une coopération équitable et sincère, respectueuse des intérêts de nos peuples. Pendant longtemps, nous avons vu cette matière partir et éclairer d'autres continents,
Il est important à partir de cet instant que sous le couvert de gagnant-gagnant, que nous puissions procéder à une exploitation, une transformation et une distribution à la fin. Sur Rwanda TV, je vous l'ai dit en titre, le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé un financement de 100 millions de dollars américains de l'Association internationale de développement IDA pour le projet d'amélioration de la mobilité urbaine au Rwanda. Ce projet vise à proposer des solutions de mobilité plus écologiques, plus sûres, afin de soutenir la transition de Kigali vers un système de transport inclusif, accessible et résilient face au climat. Le point avec Jean Damascène Manichim. Le projet s'attaque aux principaux défis qui affectent la mobilité à Kigali, notamment l'insuffisance des services de transport public, le manque d'infrastructures pour piétons et cyclistes, la congestion du trafic et les problèmes de sécurité routière. Les interventions phares comprennent le développement du pôle multimodal de transit de Nyabugogo, l'introduction des voies réservées aux bus, l'expansion des trottoirs et des pistes cyclables pour assurer la connectivité du dernier kilomètre, ainsi que le déploiement des bus électriques et d'infrastructures de recharge. Le projet facilitera l'accès à l'emploi et aux services, en particulier pour les femmes et les jeunes, et appuiera l'ambition de Kigali de devenir une ville axée sur le transport public intelligente face au climat, a déclaré le directeur de la Banque mondiale au Rwanda. Il s'agit également de rendre les déplacements quotidiens plus fiables, plus sûrs et plus inclusifs, a-t-il ajouté. Actuellement, sur l'environ tiers des emplois à Kigali sont accessibles en moins d'une heure pour les transports en commun. Le projet vise à changer cela en améliorant la connectivité sur les principaux corridors et en facilitant l'accès aux lieux de travail, aux écoles, aux services essentiels. Le nouveau hub de Nyabugogo devrait à lui seul accueillir jusqu'à 180 000 passagers par jour d'ici 2030, devenant un centre dynamique de transit régional et local, de commerce et de création d'emplois. Le projet d'amélioration de la mobilité urbaine au Rwanda jetait les bases d'un système de transport urbain moderne, efficace et respectueux de l'environnement, a souligné le spécialiste principal des transports urbains à la Banque mondiale. En investissant dans les infrastructures, les institutions et l'innovation, nous visons à améliorer la mobilité urbaine tout en créant des milliers d'emplois directs et indirects, a-t-il précisé. Le projet accorde une priorité à l'équité entre les sexes en s'attaquant à la sous-représentation des femmes dans le secteur des transports au Rwanda, qui est de 4,2% seulement. Il créera des opportunités pour les femmes dans la planification des transports, la construction et les opérations, y compris dans l'entrepreneuriat au sein du pôle multimodal de Nyabugogo. Il vise également à renforcer la résilience climatique avec des mesures de prévention des inondations au hub de Nyabugogo, souvent touchées par les crues, afin d'assurer un transport fiable même en cas de fortes pluies. La transition prévue vers les bus électriques contribuera aussi à réduire la pollution de l'air urbain et les émissions de gaz à effet de serre du secteur de transport en pleine croissance. Le projet cofinancé par l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement. Sa mise en œuvre est assurée par la ville de Kigali en collaboration avec le ministère des Infrastructures, la Police nationale du Rwanda, l'Agence rwandaise de régulation, l'Agence rwandaise de développement des transports et l'Université du Rwanda. Il soutient la vision 2050 du Rwanda, la deuxième phase de la stratégie nationale de transformation et le plan directeur de la ville de Kigali, qui prévoit un système de transport intégré et équitable desservant 80% de la population à moins de 10 minutes de marche d'un moyen de transport public d'ici 2030. L'Association internationale de développement de la Banque mondiale, créée en 1960, aide les pays les plus pauvres du monde à leur fournissant les dons et des prêts fiables au zéro taux d'intérêt pour des projets et programmes visant à stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté et améliorer la vie des populations. L'Association internationale de développement est l'une des plus grandes sources d'aide pour les 74 pays les plus pauvres, dont 39 se trouvent en Afrique. Les analystes qui suivent de près la situation sécuritaire de la sous-région estiment que le groupe terroriste des FDLR est le nœud de l'insécurité dans cette région ces 30 dernières années. D'où est venu ce groupe et à quand remonte-t-il? Élément de réponse avec Séréné Ruvugiro Emmanuel, journaliste passionné pour la justice dans la sous-région. Le FDLR... c'est un monstre.
C'est un monstre à plusieurs têtes, à des milliers de têtes. Vous direz que la tête principale se trouve au Congo, mais plusieurs têtes se trouvent ailleurs. C'est un monstre tentaculaire, dans la mesure où, pour moi, le FDLR n'est pas que les gens physiques qui descendent ou qui sont le reste des militaires ou des miliciens Interahamwe qui ont endeuillé le Rwanda en 1994. Mais je considère le FDLR essentiellement en ce qu'il est plutôt l'idéologie et la raison pour laquelle cette idéologie a eu lieu. Remontons aux années 1980, aux années 80. C'est là où l'on voit justement que le régime du président Habyarimana focalise sur cette idéologie bantou-hamitique pour bien asseoir son pouvoir. Hein? On le voit s'allier d'abord le Congo, mais au-delà du Congo, on le voit dans d'autres pays africains où justement il est en train de montrer que il y a une menace nilo-hamitique sur la civilisation bantoue. J'aime des fois mentionner le cas de l'abbé Alexis Kagame, qui a été élu par l'UNESCO en 81 pour diriger le CICIBA, le centre des langues et cultures bantoues, qui est assis à Libreville, je crois. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'UNESCO dit à Habyarimana, c'est au tour du Rwanda de prendre la direction, de prendre la présidence du CICIBA. Et Habyarimana a dit, non, mais comment un Hamite peut diriger un centre pour les civilisations bantoues? Donc, ça, c'est une anecdote macabre dans la mesure où l'abbé Alexis Kagame a fin de fin été victime de ça. Il est mort subitement à Nairobi, comme ça, chez son médecin. Hein. Alors, on voit justement qu'à partir de ces années-là, Habyarimana a construit, fonde le Magrivi au nord Kivu, et puis tout culmine en 94, où la milice Interahamwe, où toute l'idéologie du génocide a été mise en place, où la phase exécution finale est justement est à terme. Voilà. Alors, le FDLR naît de là. Les gens prennent la fuite devant les forces du FPR qui arrêtent le génocide et libèrent le pays. Ils se réfugient avec leurs armes au Congo, ça c'est de l'histoire, et continuent la lutte pour la prise du pouvoir, mais essentiellement la lutte pour aboutir à l'extermination des Tutsis, comme cela avait été à l'origine de cette idéologie même. Adeline Umutoni, journaliste qui a longtemps couvert la sous-région, notamment l'Est de la République démocratique du Congo, affirme que les FDLR existent et sont toujours dangereux. Pour avoir la paix dans la région, il faudra déraciner ce groupe, affirme-t-elle. Le FDLR existe. Il est bel et bien vivant. Il est là, il est opérationnel. Ce sont des jeunes, des gens qui sont toujours en vie, en bonne et due forme. Ils sont toujours en train de travailler et ils ont des postes dans le gouvernement, ils ont des postes dans les dirigeants des FRDC. Ils existent. Moi, je les ai vus de mes propres yeux. Ils sont en uniforme, ils sont bien armés, ils travaillent, ils ont de l'argent. Donc, ils sont sponsorisés par la communauté internationale, bien sûr. Moi, je le souligne parce que j'ai été là-bas, j'ai été témoin de tout ce qui s'est passé là-bas.
Page francophonie, à présent, l'EIF intensifie ses efforts en faveur du climat au moment où le monde est aujourd'hui confronté aux sérieuses conséquences du changement climatique, mettant à mal la vie des populations à travers le monde. Dans les entretiens de l'EIF aujourd'hui, nous vous proposons cet échange avec Bruno Charbonneau, expert canadien en études internationales spécialisé dans les interventions militaires et de paix, notamment en Afrique francophone et au Sahel. Il fait une analyse des conséquences du changement climatique et insiste sur l'adaptation des solutions à chaque contexte pour préserver notre avenir collectif. Suivez. C'est vrai que quand on pense au changement climatique, on pense à l'environnement, on pense à la montée des températures, des étés de plus en plus chauds, des hivers de plus en plus froids. Et on n'a pas forcément en tête toutes ces questions de sécurité, de stabilité politique que peuvent entraîner les changements climatiques. Et donc vous parliez de l'Afrique parce que vous avez fait votre espace de prédilection, c'est l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il y a un espace particulièrement affecté? Est-ce qu'il y a des zones plus affectées que d'autres par ces impacts du changement climatique sur la sécurité et par les conséquences justement que ça entraîne? Oui, en fait, tous les endroits où qu'on pourrait identifier comme étant vulnérables, donc qui n'ont peut-être pas les capacités ou les ressources à répondre à des événements météorologiques extrêmes, par exemple, que ce soit des inondations, des chaleurs extrêmes, donc vraiment des catastrophes, si vous voulez, naturelles en quelque sorte, et leur impact sur la santé, peut-être sur le secteur agricole, sur tous les secteurs en fait d'activité humaine. Donc les endroits on parle beaucoup de gouvernance, le nexus parfois des fois dont vous parliez plus tôt, on peut en parler en termes de gouvernance. Donc si on est dans une situation, dans un contexte où la gouvernance est faible ou déjà fragile, mais celle-ci le sera davantage ou probablement inadéquate pour répondre aux défis des changements climatiques. Donc si on est dans des endroits notamment qui a déjà des conflits en cours, des conflits violents, c'est des endroits qui sont encore peut-être plus susceptibles de subir le pire des changements climatiques. Et du coup, en fait, donc, non seulement ces changements climatiques exacerbent des conflits déjà en cours, mais potentiellement peuvent être à la base de conflits à venir ou sont déjà à la base de conflits qui se sont déclenchés. Parce que justement, les régions ne sont pas à même de gérer les changements, ce qui entraîne des catastrophes pour les populations, des catastrophes, et ce qui à terme cause une fragilisation encore plus grande de l'État et du régime politique. C'est là que la recherche devient importante. Parce que je ne crois pas qu'on peut faire des liens de causalité directe entre changement climatique, par exemple, et violence ou conflits armés. Ce qu'on peut voir, par contre, ce sont des effets très concrets, très directs, actuels, mais aussi ceux qu'on prévoit sur des secteurs d'activité névralgiques. Par exemple, quand on parle de changement climatique, c'est quoi? En général, ou de manière très générale, si on veut simplifier, c'est la chaleur. Donc, les effets de la chaleur qui est générale de moyenne par mois, par semaine, par année, qui augmente constamment. Quel est l'effet de la chaleur sur plusieurs systèmes écologiques? Donc, les terres, l'eau, l'air, etc. Et ensuite, comment ces systèmes, le système Terre, tel qu'on l'appelle, quelles sont les conséquences sur nos activités humaines, sur les activités humaines. Le plus facile, je pense, que les gens peuvent comprendre, c'est le système agricole. Évidemment, pas d'eau ou trop d'eau, ça affecte les récoltes. Trop de chaleur ou pas de chaleur, ça affecte les récoltes. Les saisons changent, etc. Moins, évidemment, de production agricole, ça a des conséquences sur non seulement la sécurité alimentaire, mais sur les emplois, sur les richesses, en fait, qui sont extraites du sol. Donc, ça peut ensuite débouler sur d'autres problèmes socio-économiques, socio-politiques. Et là, c'est des analyses qui doivent être ancrées dans des contextes particuliers. Chaque pays, chaque endroit répondra à une crise agricole, par exemple, ou alimentaire, différemment.
Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Le Rwanda prévoit que ces villes vont héberger plus de 15 millions d'habitants d'ici 2050. Le gouvernement a donc mis en place un nouveau système numérique, Sisitemu Kubaka, afin de garantir un développement urbain harmonieux et conforme aux plans directeurs nationaux. Un récit de Patrick Nilidandi. Un rapport 2024 sur la prestation de services de l'Office rwandais de la gouvernance, RGB en sigle et en anglais, couvrant 16 provinces, a révélé que le secteur foncier et du logement obtenait un score de 64,20%, juste devant l'agriculture qui obtenait un score de 61,50%. Parmi les plaintes formulées par les citoyens figurent la lenteur et la frustration des procédures d'obtention de permis de construire auprès des administrations locales. Obtenir un permis de construire est parfois difficile. Parfois, les retards peuvent même entraîner la dégradation d'une maison avant même d'avoir obtenu le feu vert pour la rénover. Il arrive qu'un particulier achète un terrain, mais qu'au moment de construire, il échoue faute de permis. C'est pourquoi jusqu'à présent, nous sommes sur la liste d'attente. Début 2025, le gouvernement a mis en place une politique d'urbanisme révisée, remplaçant celle en vigueur depuis 10 ans. Il a également lancé un système numérique de demande et de délivrance de permis de construire, baptisé Sisitemu Kubaka, remplaçant l'ancien processus qui s'était avéré très inefficace. Antoine Sebera, directeur général de l'innovation à l'autorité rwandaise de la Société de l'information, RISA en sigle et en anglais, explique les améliorations apportées au système pour garantir une prestation de services plus rapide et plus efficace. Ce système est très simple à utiliser. Il suffit d'une connexion Internet et d'un téléphone ou d'un ordinateur. Il suffit de taper kubaka.gov.rw. Depuis son lancement à Kigali, ce système Kubaka a déjà enregistré des résultats positifs en accélérant le processus d'obtention des permis de construire. Le maire de la ville de Kigali, Samuel Dusenyumva, a déclaré que dans un avenir proche, les terrains vagues et les bâtiments inachevés dans différents quartiers de la ville seront récupérés et réaffectés à des personnes capables de les développer conformément au plan directeur de la ville. Nous avons vu des maisons durer plus de 10 ans. Nous tenons à informer les propriétaires de ces biens qui n'ont pas plus de 2 mois pour les terminer. Sinon, nous les confierons à d'autres personnes compétentes. Il est interdit de commencer les travaux sans jamais les achever. Le ministre des Infrastructures, Dr Jimmy Gasore, a souligné que rien ne justifie les constructions illégales. Il a déclaré que le gouvernement continuerait d'investir dans le développement des infrastructures urbaines conformément au plan directeur existant. Il est temps que les gens comprennent qu'il sera impossible de construire sans permis de construction. Nous avons simplifié le processus afin que les gens n'aient plus aucune excuse. Nous demandons à tous les Rwandais de nous faire part de leurs commentaires, en particulier à ceux qui rencontrent des difficultés avec le système, afin qu'ils puissent obtenir de l'aide rapidement. Cependant, pour que ces efforts soient couronnés de succès, les dirigeants locaux doivent jouer un rôle actif en dialoguant avec les citoyens et en les aidant à comprendre les politiques gouvernementales en matière de logement et de développement urbain. Lorsque j'apprends qu'un citoyen était en train de construire et que son projet était interrompu, cela m'attriste. En tant que dirigeant, nous devions toujours nous sentir mal à l'aise lorsque de telles choses arrivent à nos concitoyens et avoir honte de ne pas les aider. C'est douloureux de voir les habitants punis alors que les réglementations sont là, mais jamais bien expliquées pour éviter les amendes.
D'ici 2050, on prévoit que plus de 15 millions de personnes au Rwanda vivront dans les 101 villes planifiées, tandis que 6 millions supplémentaires résideront en zone rurale, toutes dans les villages organisés dits Umudugudu. Voilà, nous arrivons à la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.